Allez, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur l'application Sain, l'application de sport, mais également de mental. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois, un esprit sain dans un corps sain, c'est ça en fait, l'harmonie totale qu'il faut atteindre. Et aujourd'hui, je suis vraiment gâté parce que j'ai un expert en la matière. Alors là, c'est vraiment du très très haut niveau. C'est Pierre Cochat. Comment tu vas, Pierre Cochat? Bonjour Thomas, ça va super bien. Ça va? Alors, Pierre, c'est un préparateur mental, aussi sophrologue, mais préparateur mental. On va discuter voilà, du mental, parce que tu coaches des sportifs de haut niveau, tu as un grand panel de personnes que tu coaches. Mais voilà, toi, c'est très assez aussi sur la performance. Et je me suis dit, ça serait super d'avoir ton retour pour donner des clés, des conseils à renforcer, pour aider les personnes à renforcer leur psychologie, leur mental. Et je me suis dit que ça serait vraiment très intéressant. Donc, merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Avec grand plaisir, grand plaisir. Alors, juste avant qu'on démarre, donc, Pierre Cochat, donc, on peut te suivre et te contacter sur Instagram à l'adresse Pierre Cochat-sophrologue. Alors, tu as aussi un autre Instagram qui est performance-et-coaching. Ton site Tout à fait. internet, Et mon performance. site internet, c'est performanceetcoaching.fr. Exactement, performancecoaching.fr que j'ai mis juste en bas. Et ton mail, si on veut te contacter directement, donc c'est pierre@performancecoaching.com. Exactement. Parfait. Bon, on est tout bon. Alors, comme j'aime bien faire avec mes invités, déjà avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ok, je m'appelle Pierre Cochat, j'ai 54 ans. Depuis maintenant plus de 10 ans, je suis coach professionnel pour des dirigeants et des cadres en entreprise. Et je suis aussi en parallèle préparateur mental pour des sportifs de haut niveau et sophrologue. J'ai un cabinet qui est à Vincennes. Voilà. Ok. Et auparavant, en fait, pour expliquer un peu cette passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde de sport, du sport de haut niveau, moi, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant plus de 25 ans dans un domaine qui n'avait rien à voir avec ça, dans le domaine des services informatiques. Mais en tant que dirigeant, j'ai beaucoup expérimenté toutes les facettes du management, du leadership, de tout ce que rencontre un dirigeant d'entreprise dans la vie de tous les jours. Voilà. Et je voulais dire, parce qu'on a discuté en aparté, tu m'as dit une chose, j'ai jamais été salarié. C'est-à-dire que la première chose que tu as fait tout de suite, c'était dirigeant. C'est toi-même qui as créé l'entreprise. Est-ce que tu peux En nous en dire fait, un peu? c'est une entreprise qu'on a créée avec un ami d'enfance qui est allemand. Et Ok. donc, on était à cheval sur l'Allemagne et la France. Voilà. Et donc, vous démarrez avec une idée et après, bam, ça a pris et c'est devenu C'est un. ça. Moi, j'ai été un peu, j'ai été suiveur. L'idée, c'est Nicolas, mon ami allemand, qui l'a eu. Voilà, et qui me l'a proposé. J'ai trouvé ça intéressant et c'est comme ça on a construit en fait notre offre de service. On vendait du service aux PME et PMI, un service à valeur ajoutée. À l'époque, Internet n'existait pas quand on a commencé. Voilà, tous ces aspects-là n'existaient pas. Donc nous, on a vécu aussi ces révolutions-là, je dirais, dans les aspects numériques, systèmes d'information. Ok. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, en tant que dirigeant, d'être coaché. J'avais un coach en tant que dirigeant, donc ça m'a beaucoup aidé dans ma façon d'exercer mon métier. Voilà, et puis bon, moi j'ai toujours baigné dans le monde du sport, parce que j'ai toujours fait du sport tout petit. Ma maman m'a toujours dit que j'étais un enfant qui remuait beaucoup, il fallait m'occuper. Donc voilà, j'avais toujours beaucoup d'activités physiques et je continue à pratiquer encore maintenant. Alors, j'ai deux détails.
tu as dit, déjà, je vais rebondir sur ça. Tu as dit que tu faisais du sport. Quel sport tu pratiquais? Et tu pratiques encore? Alors aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que je fais du triathlon, hein, donc voilà. J'ai fait à peu près, en 20 ans, j'ai dû faire à peu près 80 triathlons. J'ai fait 4 fois des Ironman, donc le triathlon longue distance. J'ai fait beaucoup de courses à pied, on va dire sur des distances type semi-marathon et marathon. Voilà. Et dans le domaine du triathlon, j'ai passé des diplômes et j'ai été coach bénévole en fait dans un club. J'ai été président de club aussi, donc voilà, j'étais assez investi dans ce sport. Et aujourd'hui, je pratique, mais de manière plus light, quoi. Triathlon, tu peux nous rappeler les Triathlon, donc c'est natation, vélo et course à pied. Et au niveau Voilà. des distances? Ouais. Alors, les distances, il y a toutes les distances parce que, en fait, faut savoir que c'est un sport qui peut se pratiquer très jeune, hein, chez les enfants. Donc, chez les enfants, les premiers triathlons, c'est faire une longueur de 25 mètres sans se tenir au bord de la piscine. C'est faire un petit tour de vélo en VTT, souvent dans un parc voilà, où il n'y a pas de circulation. Et il court un 400 mètres, donc un tour de piste à pied. Donc voilà, un petit enfant, on leur apprend déjà, c'est très ludique parce que c'est que du jeu, mais c'est le type de distance. Après, en termes de distance, il y en a différentes. Celle qu'on connaît, qui est aux Jeux Olympiques, c'est 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied. Puis après, il y a la distance, la plus grande des distances, c'est la distance Ironman, qui fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon à pied, 42 à pied. Ça prend quasiment la journée, une bonne demi-journée. Alors, disons que les meilleurs, les professionnels sur la distance Ironman, ils sont aux alentours de 8 heures, même un peu moins maintenant, peut-être moins de 8 heures pour faire tout ça. Et les amateurs, comme moi, on est plus proche des 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures d'effort. 14 heures d'effort. Et à la fin, on se sent comment après avoir fait 14-15 heures d'effort, on se sent fatigué, je pense, mais on doit se sentir bien. C'est comme avant, quand le marathon en fait s'est démocratisé. Les gens, faire un marathon était vraiment quelque chose d'emblématique. C'était un vrai challenge. C'était même c'était un projet sportif, mais qui a été même une sorte de projet de vie, puisque les gens qui allaient sur ce type de distance vraiment découvraient des choses assez fantastiques. Et c'est d'ailleurs, ça se voit toujours quand on voit l'engouement autour du marathon de Paris, c'est clair. Et sur la distance Ironman en triathlon, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est les gens en fait se lancent sur ce type de distance. C'est vraiment à ce moment-là, c'est le chronomètre, on va dire, n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on veut, c'est terminer. Et c'est vraiment on développe en fait vraiment ses capacités en endurance. On est en endurance, puisque l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir boucler toutes ces distances, quoi. C'est vrai qu'avant le marathon, c'était comme tu dis, c'était assez emblématique et on pensait que c'était limite surnaturel. Maintenant, quasiment tout le monde le fait. Ça devient Ouais. limite dans les mœurs, mais ça reste quand même une sacrée épreuve. Faut pas y aller. Complètement. Tout à fait. Moi, j'ai un très, très, très grand respect pour les gens qui courent pour la première fois un marathon. Peu importe le chrono, peu importe l'allure, c'est exceptionnel. Il faut pas, je dirais, il faut pas réduire en fait cette distance, hein. Courir 42 km ou même marcher 42 km, si on le fait en marche rapide, par exemple, c'est quand même, voilà, il faut se préparer. On ne décide pas du jour au lendemain, par exemple, d'aller sur ce type de distance, quoi. Exactement. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai été prévenu qu'à la dernière minute, je me suis préparé en 4 semaines. J'ai fait comme j'ai pu Ah et ouais. j'ai réussi à tenir. Mais moi, voilà, parce que j'ai un peu un passé de sportif, c'est là que ça m'a beaucoup aidé.
Mais ouais, comme tu dis, c'est une sacrée performance. Et j'en voyais sur les derniers kilomètres qui n'en pouvaient plus. Donc, ça laisse aussi des traces si on n'est pas vraiment bien préparé, hein, c'est clair. Ouais, Faut pas clairement. minimiser. Mais c'est dingue, c'est-à-dire que peut-être que l'Ironman, qui sait, peut-être dans 20 ans, il y en aura tellement qui l'auront fait que ça va devenir comme le marathon, ça va tomber dans les mœurs et on fera un Ironman comme Peut-être. ça, peut-être, qui sait. Peut-être, peut-être. Mais enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudra toujours. Moi, je dis qu'il faut toujours faire preuve de beaucoup d'humilité sur ces distances longues. C'est aussi vrai, par exemple, sur le trail ou sur l'ultra-trail, etc. Parce que quand on mobilise comme ça son corps sur plusieurs heures, voire même sur certaines épreuves plusieurs jours, hein, voilà, il faut être très admiratif des gens qui se lancent dans ce type de projet et qui réussissent ce type de projet. Ça se joue beaucoup dans la tête aussi, c'est ce qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais, il y a une composante, il y a effectivement, il faut bien se préparer physiquement déjà à la base, ça c'est sûr. Voilà, techniquement, il faut bien préparer son corps, mais ouais, après il y a une composante mentale qui rentre en ligne de compte. Il y a des questions à se poser, je pense que il y a des questions et la réponse est l'épreuve, mais on va en parler de tout ça. Mais juste avant que je te pose la première question, tu as parlé dans ton parcours que tu étais coaché, tu l'as dit tout de suite. Oui. C'est très intéressant parce que c'est-à-dire que dès à l'époque, même sans Internet, tu avais déjà cette conscience qu'il fallait que tu sois accompagné. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de coaching tu avais pris, en quoi ça t'avait aidé, c'était quoi en fait ta demande à l'époque? Ben moi, en fait, quand j'étais dirigeant d'entreprise, j'étais membre d'une association, que je suis d'ailleurs toujours membre de cette association, qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, donc qui permet en fait d'aider les dirigeants à se former sur leur métier. Et moi, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur mon métier de dirigeant, sur ma posture de dirigeant, sur qu'est-ce que ça veut dire que manager, communiquer, comment on peut essayer d'embarquer les gens, par exemple, ses collaborateurs dans des projets, etc. Donc, et ça, pour changer de posture, c'est pas la formation, par exemple, ne suffisait pas. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être accompagné en fait par deux personnes qui s'appellent Pierre et Frances Nico et qui m'ont vraiment, je dirais, ouvert sur des aspects de management, de leadership. Et ça m'a permis, moi, par exemple, de mettre des mots sur ce qui me motivait de manière hyper profonde tous les jours. Donc, ce que je recherchais vraiment profondément dans mon métier. Et ça, par exemple, c'était un facteur hyper important de motivation parce que tous les jours, comme pour tout un chacun, tous les jours, ils sont pas super sympas. Des fois, on vit des sales journées, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est pas toujours rose. Mais garder en fait finalement cette motivation, cette envie sur le temps long, eh bien c'est important de cette découverte, d'avoir ancré ça en fait sur des choses assez profondes. Et moi en fait j'ai eu la chance en étant coaché de travailler en fait sur une meilleure connaissance de moi-même en fait et de ce qui me motivait vraiment. Et d'ailleurs c'est pour ça que à un moment, j'ai aussi fait la bascule vers le métier du coaching. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, mon métier de dirigeant dans les services informatiques, eh bien, il ne me nourrissait plus assez. Il ne nourrissait plus, en fait, ce qui était au fond de moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, de repartir en formation et de changer complètement de métier il y a une dizaine d'années. C'est super, ça veut dire que en fait, vu que tu étais autodidacte avec ton associé, c'est vrai que vous avez lancé le projet, mais on n'apprend pas à l'école à diriger une entreprise. Et ces compétences-là, en fait, soit tu les acquiers sur le terrain, ou comme tu as dit, tu as eu besoin à un moment donné d'aide pour comprendre vraiment ce que tu faisais, en fait. Bah, moi, alors, moi, j'étais pas autodidacte. J'avais fait moi, j'ai fait
un bac plus 5, j'ai un bac plus 5 de management à l'université Dauphine à Paris. Mais en fait, oui, ça explique les principes du management, mais ça ne te forme pas au métier de dirigeant d'entreprise de tous les jours, quoi. C'est-à-dire à ce que tu vas rencontrer tous les jours en tant que dirigeant. Et donc, être confronté à ces situations-là, qui sont des situations à enjeu, qui sont des situations où il y a du stress, où il faut être capable de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions à certains moments. Je dirais savoir perdre du temps pour en gagner derrière, voilà, parce que le temps, c'est quand même une ressource rare, et quand on est dirigeant de société et qu'au départ, en fait, on fait plein de choses, on est un homme orchestre, ben, le temps, c'est ce qui manque le plus, quoi, par exemple. Donc, et on peut on peut ne plus s'écouter, par exemple, en tant que dirigeant. On parle du burn-out chez les salariés, et c'est vraiment un fléau, et ça existe, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants de TPE et de PME qui peuvent être en burn-out, parce que les petits patrons, comme on dit, de structures, c'est des hommes orchestres qui font énormément de choses avec une pression complètement folle, quoi. Ça reste des humains, hein. Comme tu disais, Ah, ça reste. complètement, bon, ça reste totalement des humains, exactement. Ouais. Et donc, on part de cette base, donc tu es dirigeant, tu te fais coacher, et c'est à partir de là que tu commences à aimer ça, en fait, le coaching. C'est Ouais. de cette expérience. Et comment tu en arrives, voilà, tu deviens, il y a un moment donné où il y a une sorte de pause entre les deux, et tu deviens coach mental. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais cette bascule? Ben, en fait, moi, je dirais que donc le fait j'ai été accompagné donc comme dirigeant, comme quand je faisais du sport, bah, nécessairement quand on fait du sport, on a un coach Ouais, sportif. Donc moi, par exemple, si je faisais de l'athlé, j'avais un coach d'athlé, voilà. Donc le fait d'être accompagné par quelqu'un qui te guide, qui transmet les choses, ça c'est quelque chose qui était assez présent en moi. Donc et moi, ce qui m'a toujours fasciné, en fait, c'est le fait que les gens n'avaient pas peut-être conscience des talents qu'ils ont en eux pour réaliser des choses. ouais, Et c'est pour ça que, en fait, quand je me suis orienté vers les métiers du coaching et de la préparation mentale, par exemple, dans le sport, ben moi, j'étais pas intéressé pour devenir coach physique, voilà, c'était pas ça, ou je sais pas, coach sportif dans un sport spécifique. Ce qui m'intéressait, c'est le côté psychologie, c'est-à-dire ce qui est dans la tête, en fait, de toute personne, et donc qui pousse les gens à agir ou à ne pas agir à certains moments. Voilà. Et donc, d'arriver à travailler en fait sur ces aspects-là. super. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, et à t'écouter, je me dis, eh, qui sait, peut-être un jour, je vais faire la bascule et devenir coach mental, hein, qui sait, parce que moi aussi, j'ai toujours Ah. été très intéressé par la psychologie et Mhm. le développement personnel. Mais Mhm. toi, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as fait l'effort de creuser un peu plus. Moi, j'en suis encore au stade où bah, j'aime le sport, donc j'aime le coaching sportif, mais j'ai aussi cet aspect développement personnel. J'aime beaucoup ça, je mets beaucoup de contenu sur ça. Mais oui, pourquoi pas un jour, qui sait, peut-être que je vais creuser aussi un peu plus sur cet aspect-là. Alors, première question, un peu plus en rapport donc, avec ton métier d'aujourd'hui de préparateur mental. Toi donc, tu es beaucoup avec des sportifs. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de sportif tu es? Plus des amateurs, ou plus des très très haut niveau, ou c'est un peu. Alors, moi, j'ai vraiment en fait, moi, j'accompagne des gens qui sont engagés dans leur sport. J'aime bien dire ça parce qu'en en fait, il y a des gens, c'est vraiment des amateurs, mais en fait, ils sont engagés dans le fait de faire du trail, de l'ultra-trail, du triathlon, du tennis, du golf. Donc, j'accompagne des gens qui peuvent avoir un niveau amateur. Mhm. Et puis, pour autant, j'ai aussi accompagné des sportifs professionnels. Donc, en fait, eux, ils ne font plus que ça.
hein, voilà, ça a été le cas. J'ai accompagné des sportives de haut niveau qui sont sur liste ministérielle, par exemple des judokates, hein, qui s'entraînaient à l'INSEP dans tout le pôle de l'équipe de France de judo. J'ai entraîné en préparation mentale, par exemple, des marins, donc qui font de la course au large. Donc voilà. J'ai accompagné alors, beaucoup de triathlètes, de gens qui sont dans le trail, dans l'ultra-trail, mais aussi le tennis, le golf, une danseuse professionnelle, voilà, qui est chorégraphe et danseuse. Ça a été vraiment pour moi une découverte fantastique que l'approche de la danse et donc de voir aussi tout ce que ça induit. J'accompagne pas mal d'athlètes au sens athlétisme, puisque voilà, je suis labellisé par la Fédération française d'athlètes comme préparateur mental, donc j'ai des athlètes. Et aussi, par exemple, quand je fais la passerelle avec le monde professionnel, j'ai accompagné des chirurgiens en préparation mentale. Donc vraiment, j'ai accompagné des dirigeants en préparation mentale, donc vraiment dirigeants d'entreprise. Donc, un panel assez large. Et ce qui est bien aussi avec ton travail, c'est que tu découvres à chaque fois une nouvelle personne, des fois même une activité comme la danseuse, un nouveau monde à chaque fois. Ah oui, alors de toute façon, même si c'est un sport qu'on connaît bien, de toute façon, on découvre toujours une nouvelle personne. Voilà, c'est-à-dire que 2 joueurs de tennis, c'est pas les mêmes, quoi. 2 joueurs de golf, c'est pas les mêmes. 2 joueurs de foot, voilà, j'ai accompagné des joueurs de foot pro, c'est pas les mêmes. Mais après, effectivement, quand on connaît pas un sport, moi, je dis toujours que ça a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, c'est qu'on a un œil très, très neuf. Donc, en fait, ça permet aussi de faire le pas de côté pour voir peut-être ou proposer des choses qui peuvent être différentes. Par contre, c'est quand même vrai qu'il faut vraiment s'acculturer au sport que l'on suit, parce que chaque sport a ses spécificités. Et donc, dans chaque sport, on ne peut pas faire copier-coller des choses qu'on peut proposer. C'est impossible. Déjà, comme je le dis tout à l'heure, on ne peut pas le faire pour 2 personnes qui font le même sport, mais là, quand en plus on ne connaît pas le sport, c'est impossible. Donc, il faut construire des choses particulières en fait, en fonction des sports. Et donc, quand on ne connaît pas le sport, il faut investir dans la connaissance de ce sport. Voilà, donc ton programme, il est vraiment adapté à la personne que tu as en face de toi. C'est pas un programme. Je dis toujours, c'est du travail d'orfèvre, c'est-à-dire c'est impossible on peut pas faire de copier-coller, on peut pas faire de programme comme ça diffusable sur Internet et où on les suit, où on les vend. De cette manière-là, c'est vraiment pas possible. On est vraiment dans un travail d'adaptation à chacun. Et toujours viser l'objectif qui est faire en sorte que la personne atteigne l'objectif qu'elle est venue, qu'elle veut atteindre en fait. Par exemple, oui, alors ça c'est un point important, c'est-à-dire que quand la personne, on se rencontre, la question c'est ok, pourquoi vous venez ici, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un accompagnement en prépa mentale, qu'est-ce que vous y mettez derrière. Est-ce que vous avez effectivement des objectifs, mais peut-être qu'on y reviendra, parce que le terme d'objectif, il est souvent réducteur. Donc moi, je travaille sur cette idée plutôt du rêve. Est-ce que vous avez des rêves? Et effectivement, après, comment ces rêves, concrètement, on les traduit de manière pratico-pratique, mais j'invite, moi, mes sportifs à rêver haut. C'est beau. Et puis, ce qui est aussi très important pour moi dans la prépa mentale, peut-être même aussi un aspect fondamental, peut-être en premier lieu, c'est développer la connaissance de soi. C'est-à-dire un athlète, il doit se connaître. Il doit comprendre en fait comment il fonctionne. Parce que, notamment, il y a un enjeu majeur de la prépa mentale qui est le fait de développer en fait ce qu'on appelle son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la prise de conscience de ses émotions et comment je gère mes émotions. Parce que sur ce sujet-là, par exemple, si on ne prend que cet aspect-là,
il faut quand même être conscient que, en fait, on est traversé à peu près par une émotion toutes les 7 secondes. Ok. Donc, toutes les 7 secondes, on a une émotion qui passe. Il y en a, on les capte même pas, c'est-à-dire on les perçoit même pas. Et puis, il y en a une, pour des raisons X ou Y, pouf, celle-ci, elle émerge, elle prend de l'importance. Et comme par hasard, chez un sportif, très souvent, elle prend de l'importance à un moment où ce n'est pas du tout opportun qu'elle soit là. C'est vrai. Je peux en citer une, hein, par exemple, c'est la peur. Ouais, c'est clair. La peur de gagner, la peur de gagner, la peur de perdre, la peur de bien faire, la peur de mal faire. Celle Il y qui a plein de paralyse. facteurs autour de la peur. Ouais. Et donc, la question, si en fait, on doit, si l'athlète, en fait, il veut, par exemple, réaliser une partie de ses rêves, s'il veut performer, cette approche de la connaissance de lui-même et de qu'est-ce qu'il y a derrière ses émotions et comment il les détecte, comment elles se manifestent et qu'est-ce qu'il peut faire pour les gérer, c'est un sujet central. Exactement. Comme tu dis, la peur de gagner, je l'ai tellement. Enfin, je dis moi, mais on est plein de sportifs à l'avoir vécu, cette peur. On la vit tous, on la vit Ouais, tous on en la fait. vit tous. Ouais. C'est un combat perpétuel, c'est dingue. Ouais. C'est le mental et comme tu dis, c'est cette émotion qui arrive au mauvais moment. Des fois, il y a des épreuves où on se sent super bien et on est en confiance et ça passe. Et il y a des moments, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui arrive, qui nous perturbe et tout d'un coup, on Tout à commence fait. à réfléchir et si je gagne, et voilà, et on perd. Mm. Et ça arrive Mm. et il faut le travailler. Et donc, voilà, je vais arriver sur ma première question. Toi qui a été face à des différents profils, des sportifs, mais aussi pas spécialement sportifs, des dirigeants d'entreprise, tout type de profil, euh, je pense que tu dois avoir maintenant on va dire un certain recul. Et pour toi, comment tu pourrais avoir les, les, hum, les clés pour développer un mental de champion? Comment on développe un mental de champion si tu as Pour moi, ton expérience? le point qui est mon partage d'expérience, en tout cas, c'est que pour moi, le point crucial, de, euh, c'est de découvrir en fait qu'est-ce qui me motive tous les jours. C'est-à-dire, les anglo-saxons appellent ça son why, c'est-à-dire son pourquoi personnel. Ouais. C'est quoi en fait mon pourquoi personnel qui fait que tous les jours, par exemple pour un sportif, eh ben, je vais aller m'entraîner 2 fois par jour peut-être, pendant 300 jours, 320 jours, 330 jours par an, faire des déplacements, partir en tournoi, en compétition, en match, certaines fois gagner, certaines fois perdre, être dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Je veux dire, des athlètes qui sont sur des sports extérieurs, quand par la saison actuelle, il faut vouloir aller 2 fois par semaine, 2 fois par jour, pardon, s'entraîner dehors, quoi. Ne serait-ce que ça, par exemple. Ouais. Donc, il y a plein de facteurs autour de ça et c'est très clair que pour moi, ce côté de connaître son pourquoi, de connaître finalement pourquoi tous les jours je vais aller m'entraîner, pourquoi je suis prêt à mettre autant d'efforts pour solliciter mon corps, mon mental. Vraiment, c'est le point central pour moi du mental de champion. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte, hein, je l'ai découvert il y a de nombreuses années, notamment à travers une, une- une conférence très connue hein, qui est diffusée sur un TEDx Ouais. de Simon Sinek, Ouais, hein, c'est bon, ça. sur ce qu'on appelle le cercle d'or, et donc qui était comment les grands leaders inspirent à l'action. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, il parlait de leadership en entreprise, mais en fait, c'est complètement transposable pour des champions. C'est totalement applicable aussi dans notre vie de tous les jours, même en n'étant pas
je dirais, en train de chercher à concourir pour Paris 2024. Et donc, comprendre en fait ce qui finalement, les raisons qui sont très profondément ancrées en soi, qui font qu'on est motivé par faire ce que l'on est en train de faire, pour moi, c'est vraiment le point de départ. Donc après, effectivement, ça aide à développer la connaissance de soi. À côté de ça, j'en ai parlé, hein, le fait de développer son intelligence émotionnelle, pour moi, c'est vraiment un point hyper important d'un mental de champion, c'est-à-dire arriver à gérer, à prendre en compte ses émotions, à gérer ses émotions. Je dirais qu'il y a aussi un élément important qui est de prendre conscience en fait de ses habiletés mentales. Parce qu'en fait, on a des habiletés mentales comme on a des habiletés physiques, techniques, tactiques. Et donc, c'est de prendre conscience de ces habiletés mentales et de les travailler vraiment pour les développer. D'ailleurs, j'ai oublié de définir, mais pour toi, un champion, ça serait quoi? Ça serait qui? Ça serait quoi un champion? Parce que vu que tu as beaucoup de monde, Un champion, mais ça peut être, c'est tout le monde. voilà, ok. C'est tout le monde. C'est le champion pour moi, je vais pas résumer ça à des gens, je veux dire, enfin, qu'on peut connaître, qu'on peut voir dans les médias ou qui ont des destins fabuleux. Tout un chacun, on a une âme de champion. C'est quelqu'un qui va vers son objectif, en gros. Enfin, pas vers son objectif, mais qui va vers son rêve, alors, qui comprend son rêve. Il va vers quelque chose, il se met en quelque part en mouvement vers quelque chose qui le tire ou le pousse de manière profonde et qui a du sens pour lui. Ouais. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression, comme tu dis, c'est important de savoir son pourquoi on le fait. Et des fois, j'ai l'impression que le sport est tellement ancré en moi en habitude que j'oublie des fois mon pourquoi. J'ai même du mal à le définir. Pourquoi je m'entraîne autant? Pourquoi c'est pas évident en fait. Je sais pas si toi, tu arrives à. Non, c'est sûr, hein, c'est pas du tout un travail. Je trouve C'est pas un travail qui se fait facilement, hein, je veux dire. Moi, c'est souvent de nombreuses séances hein, avec les gens que j'accompagne. Hein, ça passe. Par exemple, moi, souvent, je mélange deux choses autour de ça. Ça va être des séances autour de questionnement. Donc, vraiment, on va partager quoi, à travers des questions et des réponses, etc. Mais par exemple, moi, je fais souvent faire cette expérience-là aux gens. Je leur demande en fait de se remémorer un moment de vie ou des moments de vie qui ont compté pour eux. C'est-à-dire, c'est des moments de vie où ils ont eu ce ressenti d'être, comme je dis, profondément vivant. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie de dingue. C'est-à-dire que quand ils se souviennent de ces moments de vie qu'ils ont vécus, ils avaient un truc de folie qui se passait. Et par contre, je ne reste pas uniquement simplement sur le souvenir. Je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous essayez de vous souvenir précisément ce que vous étiez en train de faire. C'est-à-dire, vous étiez où? Avec qui? Qu'est-ce que vous... Peut-être, je ne sais pas, comment vous étiez habillé? C'est quoi les gestes que vous faisiez? Quel comportement vous aviez? Pendant ce moment-là, vous avez été traversé par quel type d'émotion? Quand vous avez fait ça, vous l'avez fait pourquoi? C'était par exemple au service de quoi? Vous l'avez fait pourquoi? Et donc, en fait, les gens me racontent tout ça. Et quand ils m'ont vraiment tout détaillé, ce souvenir, je leur fais faire une séance de visualisation mentale. Donc, qui est une technique de prépa mentale. C'est-à-dire que je mets là, en l'occurrence, les personnes mentalement dans un état de relaxation mentale. Et je leur propose de revivre ce souvenir avec tous les détails. Et là, en fait, le fait de revivre complètement cette situation, j'allais dire en couleur,
et avec tous leurs sens, donc avec nos 6 sens, hein, c'est-à-dire que quand on fait de la visualisation mentale, on utilise nos sens, c'est-à-dire on utilise la vue, on peut se rappeler des sensations physiques, on peut se rappeler des odeurs, on peut se rappeler des sons, on peut se rappeler du goût, voilà, donc on active vraiment tous ces sens. Et quand ils revivent en fait ces moments-là, souvent derrière, ils viennent recompléter le travail de verbalisation, d'écriture, de questions-réponses sur c'est quoi en fait mon pourquoi, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ce qui a du sens pour moi. Et ça, quand les personnes revivent ça, eh ben, ça ouvre des clés sur des tas de choses. Peut-être sur le métier qu'ils font aujourd'hui, peut-être sur un métier qu'ils ne font pas et qu'ils ont envie de faire, peut-être pour un sportif, sur en fait quelle est sa motivation profonde du pourquoi il fait du judo ou du biathlon ou de l'athlé, etc., qui vont bien plus loin que le fait de courir, de lancer, de combattre, de se confronter à quelqu'un. C'est des moments de bonheur, en fait. Et je lisais un livre audio qui s'appelle la loi de Pareto, la loi 20-80. Je ne sais pas si ça te dit, si ça te parle. Et en fait, il disait qu'il y a il y a 20% de choses importantes qui nous rapportent 80% du reste. Mais les 80%, enfin, il y a beaucoup de choses inutiles dans les 80, mais si on se concentre vraiment sur les 20%, c'est là que c'est le plus important. Et il disait à l'échelle de la vie, des fois, on a que, si on analyse bien, on a des fois que 20% de moments où on a été vraiment dans le bonheur. Et il faut analyser en fait ces moments-là. C'est un peu ce que tu dis, c'est le Exactement, moment où là, on se dit, mais là, je suis vivant. Et moi, exactement. ça me parle tellement ce que tu me dis que des fois, j'y pense et je sais que j'en ai eu deux. J'en ai eu deux vraiment forts. Et quand j'y repense, j'essaie de me dire, mais pourquoi à cet instant précis, j'étais vivant. Et je me souviens même d'avoir verbalisé à cet instant-là, je me suis dit, j'adore ma vie. Et je me sentais vivant. Et c'est exactement ça. Et des fois, Ouais. je pense que ce n'est pas tout le monde qui arrive à le définir ce moment-là. Mais moi, ce que tu me dis, ça me parle vraiment parce que je sais que je l'ai vécu. Et pareil, j'essaie maintenant de le noter, de voir comment je peux arriver à revenir à revenir vers ce moment-là. Ou peut-être pas revenir parce que c'est le souvenir, mais peut-être agencer ma Non, vie. ce qui est en fait intéressant quand on a vécu alors, donc des moments comme ça, on n'en a pas des centaines et des Ah, c'est centaines, hein, clair. donc Ouais. voilà, hein, ils sont souvent peu nombreux. En fait, le fait aussi de les revivre mentalement, par exemple à travers la visualisation mentale, c'est que ça renforce en fait la confiance en soi, ça Ouais. renforce la motivation, ça renforce aussi par exemple la capacité à se projeter sur le futur. Parce que en fait, on sait qu'on a déjà vécu ça. Et en fait, notre cerveau, il a envie de revivre des situations comme ça. C'est le principe commence très souvent de ce qu'on appelle le flow hein, dans le monde du sport, hein, mais qui existe aussi dans d'autres activités. C'est-à-dire, ce moment de flow, c'est ce moment où en fait, on sent plus son corps, on voit qu'on est hyper performant, tout ce qu'on fait, ça marche. Euh, on a l'impression presque, entre guillemets, d'être invincible. Même s'il nous arrive un pépin, ben, en fait, on le gère et puis clac, on le laisse de côté. Voilà, donc ce moment de flow, il a été vraiment très, très étudié, hein, puisque c'est vraiment un moment très particulier, souvent dans la performance sportive, où les athlètes cherchent à revivre cet état-là, un peu un état second, où en fait tout fonctionne, tout fonctionne. On tente des coups mais inimaginables par exemple et ça marche, ça reste dans le terrain. Pour un joueur de tennis par exemple, ça sort pas, alors que c'est des coups complètement fou. Les 20% de moments exceptionnels. C'est Ouais, ça. Alors, deuxième question. Là, on parle du positif, du bonheur, mais comme tu l'as dit, on est des êtres d'émotion et on est aussi traversé par ces moments de négatifs, on est dans le creux de la vague. Comment bien faire face sûr. à des moments de… Alors, tu me l'as dit en aparté que c'était vraiment deux sujets différents.
la démotivation et le stress. Comment on peut faire face, par exemple, à ces deux facettes, si tu pouvais un peu nous aiguiller un peu. Disons que sur la partie de sur la démotivation, donc effectivement, il y a un travail déjà de s'assurer que cette démotivation, je dirais, il n'y a pas un aspect médical, c'est-à-dire dans le sens, est-ce que souvent la démotivation, elle peut être liée à la blessure. Donc voilà, donc ça, quand il y a la blessure, pour un sportif par exemple, c'est normal en fait qu'il y ait ce mécanisme-là. Donc je dirais c'est un accompagnement spécifique, par exemple, d'accompagner un athlète blessé. Ça peut être un sujet aussi qui devient de plus en plus évoqué par les sportifs, et moi j'en suis très content, qui est la surcharge mentale pour les sportifs. C'est-à-dire que la démotivation, elle peut venir. On parle du burn-out en entreprise. Il existe le burn-out pour les sportifs qui s'entraînent de manière intense, pour les sportifs de haut niveau. Voilà. Donc, autour de la démotivation, il peut aussi y avoir ça. Et pour moi, quand je disais au tout début de cette intervention les aspects médicaux, là, il y a nécessairement un aspect médical autour de l'accompagnement de ça qui n'est pas de mon ressort à moi, qui est peut-être aussi du ressort de la psychothérapie, donc avec des psychologues, etc. Donc voilà, ces facteurs-là autour de l'approche de la démotivation, c'est à distinguer, je dirais, de la baisse de motivation que je peux avoir parce que je suis un peu fatigué, parce qu'il y a des trucs, c'est un peu difficile, la météo, elle n'est pas super et ça ne me donne pas envie de sortir, voilà. Ou là, c'est, je dirais, une démotivation plus légère et on va être sur une approche, j'allais dire, plus légère pour essayer de retrouver des facteurs de motivation dans ce que je fais. Voilà. Okay. Sur les aspects du stress, ça, pour le coup, c'est vraiment différent parce que le stress, en fait, c'est, par définition, en fait, le stress, c'est pas une émotion, le stress, c'est vraiment une réaction réflexe, à la fois psychologique et physiologique de notre organisme par rapport à une situation que l'on vit. Donc, en fait, il faut bien comprendre que le stress, en fait, il s'active instinctivement dans notre cerveau quand il y a un élément stressant qui déclenche en fait une alarme. Et donc, en fait, pof, notre corps réagit. Et donc, il y a vraiment un mécanisme très physiologique du stress, puisque dès que, en fait, il y a une situation que notre cerveau perçoit comme étant dangereuse, alarmante, pouf, il s'active. Donc, en fait, très concrètement, c'est l'hypothalamus dans notre cerveau qui va activer, en fait, la partie du cerveau qui s'appelle le système nerveux autonome sympathique, qui, lui, en fait, va activer les glandes surrénales. Donc, c'est des glandes qui sont au-dessus des reins. Donc, ça descend de la tête tout de suite au-dessus des reins. Et ces glandes surrénales vont déclencher les sécrétions d'adrénaline et de noradrénaline. Et ça nous permet de quoi? Ça nous permet d'agir. Donc, quand il y a une action qui nous stresse, pouf, premier élément, on se met en action, on agit. Donc, par exemple, nous, on voit toujours le stress comme étant négatif, mais cette mise en action, par exemple, c'est exactement le principe du starter sur un départ de 100 mètres dans les blocs. Donc, c'est comme un déclencheur, en fait. C'est le déclencheur. Et donc, ce déclencheur-là, d'ailleurs, Hans Selye, qui est la personne c'est un endocrinologue canadien qui est l'inventeur du mot stress dans les années 50. Il a même qualifié cette phase-là ça s'appelle de E-stress, c'est-à-dire EU-stress. C'est-à-dire c'est la forme positive du stress, puisque c'est la forme qui nous permet de nous mettre en action. Sauf que cette phase d'alarme, en fait, elle est très coûteuse pour notre organisme en termes d'hormones, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, après, tant que ce qui nous stresse est toujours présent, c'est-à-dire tant que l'agent stresseur est toujours présent, notre organisme, il va mobiliser d'autres ressources pour faire face.
Donc, on rentre en phase de ce qu'on appelle de résistance. Et c'est là où peut-être les gens ont entendu parler du cortisol. Ben, c'est ça, le cortisol, en fait, c'est l'autre hormone qui est là pour réguler quand on est face à une situation stressante qui se répète, qui est là, qui ne disparaît pas, etc. Et il faut bien comprendre que si on épuise notre organisme dans cette phase de résistance, eh bien, on tombe après pour le coup vraiment dans la phase d'épuisement. Et le burn-out, c'est ça. Le burn-out, c'est qu'on a épuisé totalement nos ressources pour faire face. Ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est prendre une pause avant d'arriver à cette étape. Exactement. Il faut arriver en fait à sortir de la zone de cet agent stresseur. C'est-à-dire, il faut se décaler pour que quelque part, hein, c'est une image quand je dis se décaler, mais pour que cet agent stresseur en fait ne nous impacte plus. Donc, ça peut être faire une pause. Pour les sportifs, ça peut être faire une pause pour voilà, c'est vraiment ne plus rester en fait dans cette situation qui nous stresse. Mais ça, en fait, c'est le premier élément du stress, c'est-à-dire c'est un élément physiologique du stress. Mais il y a un deuxième élément, par exemple, qui est très important dans le stress, c'est ce qu'on appelle les facteurs cognitifs du stress. C'est-à-dire, c'est notre cerveau, en fait, il analyse une situation et en même temps, il analyse en fait mes capacités pour y faire face. Donc, ça devient une histoire de balance. Parce que s'il trouve que la situation, elle est très élevée, mais que mon cerveau, il me dit, ah ben moi, je ne suis pas compétent pour gérer cette situation. Donc, on voit bien que la balance, elle est comme ça. Ouais. Et donc, eh ben, effectivement, on va se laisser submerger par le fait que le défi, il est trop important par rapport à la perception de mes capacités. Et c'est bien la perception, hein, parce que dans la réalité, on a la réalité des capacités, mais comme par exemple, on n'a pas confiance en soi, ben, en fait, on perçoit que nos capacités, elles sont là. Alors que, par exemple, cette même situation, si on a travaillé, par exemple, sur développer une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi, on les voit plus équilibrés, eh bien, en fait, la situation, elle me stresse nettement moins, voire plus du tout. Et puis, il y a même la situation inverse, c'est que, par exemple, eh ben, on perçoit que mes capacités, elles sont largement supérieures au défi qui m'est proposé. Et ça peut être vrai, mais ça peut être aussi, par exemple, la façon, très souvent, quand les gens ils déjouent sur un match, c'est parce qu'en fait, ils se disent, typiquement, moi, je suis le numéro 5, là, je le joue le numéro 500, normalement, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Il n'y a pas photo. Et pour autant, exactement, ils peuvent perdre. Parce que en fait, le numéro 500, il peut ce jour-là sortir le match de sa vie, utiliser toutes ses ressources qui font qu'il n'est. Là, sur ce match-là, bah, en fait, il ne vaut pas 500, mais il vaut, je ne sais pas, peut-être 30e. Et là, il est face au numéro 5, et le numéro 5, il a peut-être un peu lui aussi abaissé. Donc, finalement, il se retrouve à être battu. Donc, il y a aussi cette autre facette de la balance, c'est-à-dire le fait de surévaluer ses capacités par rapport à la situation, quoi. Moi, je pense que les sports, ouais. Et donc, ce qui est important dans cette zone, dans ce stress, juste pour finir là-dessus, c'est de comprendre que, en fait, finalement, par rapport à une situation donnée, on a toujours une zone de stress adaptée. Et moi, par exemple, mon boulot en préparation mentale, c'est que chaque athlète comprenne, chaque sportif comprenne en fait quelle est sa zone de stress adaptée et que quand il est en hyperstress, c'est-à-dire quand il est au-dessus, eh bien, on utilise des techniques pour descendre dans cette zone adaptée. Et quand il est en hypostress, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez dynamique, on utilise d'autres techniques pour se motiver, pour s'énergiser, on va dire, pour rentrer dans la bonne zone de stress adapté. Ce qu'on appelle la zone optimale d'activation. Ok, ouais, c'est vraiment magnifique ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup. Et moi, je pense que les top leaders ou top numéro 1 mondial, par exemple, du tennis, etc., je pense que ils ont un niveau de stress, je pense, optimal et ils évitent peut-être ces excès de confiance ou ces excès où ils se sentent
par exemple, plus bas que l'objectif ou plus haut. Je pense qu'ils arrivent à être généralement dans cette zone optimale le plus longtemps possible, peut-être. C'est ça la différence des Si autres. on prend les exemples du tennis, il faut savoir qu'à très très haut niveau, tous ces tennisman, en fait, ils ont fait énormément de travail sur eux-mêmes, sur comprendre qui ils sont, pourquoi ils font ça, comment ils peuvent gérer leurs émotions, comment ils peuvent, quelles sont finalement les techniques et même ce qu'on appelle les routines de performance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour arriver à gérer ça. Je veux dire, on cite toujours le même exemple, mais il est quand même très parlant. Je veux dire, Novak Djokovic, il fait de la méditation depuis qu'il a l'âge de 10 ans. Et la méditation, par exemple, ça fait partie des pratiques qui permettent de prendre conscience de ses émotions et de gérer ses émotions. Ce n'est pas la seule. Nous, en sophrologie, par exemple, on travaille énormément sur les émotions. Mais évidemment, quand un jeune comme Djoko, il a commencé ça à l'âge de 10 ans, aujourd'hui, à l'âge qu'il est, il se connaît très, 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 très bien. Donc, il sait très bien. Et pour autant, et c'est là où il y a la part de mystère qui est quand même extraordinaire. Ça n'empêche pas de perdre. Des fois, il perd. Pas souvent, mais ça n'empêche pas de perdre. Moins souvent, exactement. Il perd moins souvent, mais ça lui arrive quand même de perdre. C'est vrai. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout une science exacte. Ce n'est pas la garantie absolue. Mais néanmoins, effectivement, il a développé un tel savoir-faire, une telle connaissance de lui-même que oui, il sait, on va dire, mieux gérer les situations un peu standards, classiques ou répétitives, par exemple, qu'il pourrait retrouver, quoi. C'est super ce que tu nous dis. Et oui, pour reprendre l'exemple du tennis, c'est tellement, ça se joue tellement à rien ça ne m'étonne pas qu'ils prennent autant attention à l'aspect mental parce que il suffit qu'il soit à un point de gagner, il y a la peur de gagner qui arrive, Ouais. ou il suffit qu'il rate un coup et tout d'un coup ça chamboule tout. Je discutais avec un autre coach aussi qui paraît dans le mental et il disait que Rafael Nadal, pour le coup, lui aussi, il est très, très perfectionniste et il essaie de voir ne serait-ce que le meilleur sur l'heure, sur la minute, sur la seconde. Il est vraiment très. Bien sûr, parce que le tennis, par exemple, c'est quand même un sport pour le mental, mais qui met vraiment le mental à la torture, vraiment. Parce qu'il faut comprendre quand même que c'est un sport où il faut accepter de perdre des points pour gagner un match. C'est quand même très particulier. Parce qu'un joueur de tennis, il sait très bien qu'il va pas gagner, il peut pas gagner tous les points. Ouais. C'est pas possible. Donc, il va en perdre. Et donc, s'il perd des points et qu'à chaque fois qu'il perd un point, ça l'amène dans des émotions telles qu'il ne sait pas jouer le point suivant et qu'il ne va pas gagner le point suivant, peut-être gagner le jeu suivant, gagner le set suivant, et ainsi de suite. Mais en fait, il n'arrive pas à pratiquer simplement son sport. Donc, c'est quand même une vraie torture puisqu'il faut accepter de perdre des points et de s'en remettre, que ça ne laisse pas de traces pour jouer le point suivant et continuer comme ça petit à petit les petits pas à gagner pour arriver à gagner un match. Moi, je suis assez admiratif par rapport à ce sport. Parce que c'est quand même énorme. C'est assez exceptionnel, c'est vrai. L'aspect physique, mais mental, on ne s'en rend pas compte, mais c'est du très, très haut niveau. Tu as beaucoup. J'ai préparé d'autres questions, mais tu as quasiment répondu. Je vais peut-être en poser les deux dernières avant de finir. Pour toi, quels sont. Alors, c'est pour ça que je te pose celle-là, parce que tu m'as dit tout à l'heure, ce n'est pas des objectifs qu'on essaie d'atteindre, c'est des rêves. Donc, quelles sont les clés pour atteindre son objectif? Alors, ça serait plutôt quels sont les objectifs, quelles sont les clés pour atteindre son rêve? Tu l'as dit beaucoup, c'est déjà se connaître, son pourquoi. Mais peut-être si tu voulais. Moi, en fait, ce qui me semble intéressant, c'est que souvent les objectifs, en fait, c'est la temporalité. C'est-à-dire que le rêve, ça permet en fait de voir loin, de se projeter loin. Et ce rêve, en fait, moi en tout cas, je le décompose dans ce qu'on appelle des buts, c'est-à-dire des buts à court ou moyen terme. Il faut comprendre que le rêve et les buts,
c'est des choses qui peuvent dépendre de moi, mais il y a aussi des facteurs qui ne dépendent pas de moi. Alors que, en fait, après ces buts, on les décompose en objectifs. Et là, pour le coup, ces objectifs, ça va être des objectifs de progrès, des objectifs d'apprentissage, des objectifs de travail, ce qu'on appelle des objectifs de maîtrise qui vont être à ce moment-là plus liés aux aspects de motivation intrinsèque. Ça peut être des objectifs de résultat, donc ça qui vont plutôt activer des aspects de motivation extrinsèque. Donc, c'est de travailler en fait ce panel-là finalement, parce que les objectifs, en fait, c'est vraiment du très court terme. Mais un champion, c'est finalement c'est un chercheur. Ouais. C'est un peu un chercheur d'or, quoi. C'est-à-dire, il cherche la pépite, etc., continuellement pour atteindre en fait son Graal. Donc, très, très concrètement, un champion qui vient me voir et qui me dit « Ok, moi, mon rêve, c'est d'être champion olympique. » Ok, très bien. On travaille déjà sur la formalisation, à quel horizon, quand, enfin voilà, etc. Ok, derrière, c'est quoi les éléments importants, les étapes en dessous pour y aboutir? C'est quoi les choses sur lesquelles tu vas vraiment travailler? Et ça, ce sont tous ces aspects de but. Et après, de manière très concrètement, à court terme, en termes d'objectifs, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et c'est là où c'est important cet aspect-là, parce que en fait, le fait de définir un plan d'action, c'est-à-dire d'enchaîner en fait des actions à mener, donc des séquences d'entraînement pour atteindre mes objectifs, et ben ça libère l'athlète de l'enjeu. Okay. Puisque en fait, il a un chemin. Ouais, il est guidé. Il passe par ce chemin, voilà, qui est en fait finalement la chose, ce plan-là, en fait, il lui dit comment il va mettre en place au jour le jour le fait de se rapprocher de son rêve. Et donc, ça le libère de cet enjeu-là. Donc, c'est pour ça que après la planification, la façon de gérer ses objectifs, c'est quelque chose de très important dans le parcours d'un athlète. Parce que là, on va bientôt avoir les Jeux Olympiques en France. Une prépa olympique, c'est 3 ans ou 4 ans. C'est-à-dire, les athlètes qui sont sur les sports olympiques, ils sont en prépa olympique, pour certains, depuis 3 ans ou 4 ans. Mais 3 ans, si on prend 3 ans, c'est donc 300 jours par an pendant 3 ans et 2 fois par jour. Et un athlète, c'est quasiment 7 jours sur 7. Un athlète, ce n'est pas un salarié qui, en fait, travaille 5 jours et se repose 2 jours. Pas du tout. Un athlète, c'est entraînement tous les jours. C'est grosso modo un athlète, entre les compétitions, les déplacements et les entraînements, grosso modo, il est à 300, 320, 330 jours par an. Donc, et ça, si on prend une prépa olympique, c'est pendant 3 ans. Et donc, on peut très bien imaginer que c'est très facile à des moments de perdre sa motivation. Et donc l'importance d'aller la retrouver, tout en acceptant que de toute façon, parce que ça, je dirais, c'est un peu comme le bonheur. Hein. C'est-à-dire que souvent, le bonheur, on pense que le bonheur, c'est toute notre vie qui doit être le bonheur. Mais ça, c'est pas possible, c'est illusoire, ça n'existe pas. En fait, on vit des moments de bonheur dans notre vie. Il y a des moments où on vit des moments de malheur, mais il y a aussi des moments où on vit des moments de bonheur. Et en fait, le bonheur, finalement, c'est ça, hein, c'est d'accepter de vivre ces moments à côté de moments qui sont moins sympas. Et bien, sur la motivation, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est motivé, des moments où on est démotivé, mais même en étant moins motivé, on peut continuer à avancer. Et c'est exactement le principe des athlètes de haut niveau, c'est qu'ils continuent à avancer. C'est ça la différence, c'est que malgré le moment de démotivation, ils continuent à avancer en fait. La motivation, c'est comme je dis, c'est un peu le beurre sur les épinards, mais on la sent pas tout le temps la motivation. Elle n'est pas tout le temps là. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Focaliser sur ça. Ouais. C'est tout à fait vrai. Mais et justement, pourquoi ils continuent à avancer?
C'est parce que le rêve, par exemple, et on revient au début de l'entretien hein, sur le pourquoi, mais en fait, il les pousse ou il les tire drôlement fort. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très important de le définir déjà de base, comme tu dis, se connaître. Et si vous voulez connaître votre pourquoi et être aidé par Pierre, je remets encore ses contacts. Vous pouvez le contacter sur Performance et Coaching sur Instagram, sur son site internet performanceetcoaching.fr et sur son mail pierre@performanceetcoaching.com. Alors, on va terminer avec cette dernière question parce que tu l'as énoncé. Pour toi, c'est quoi ta définition du bonheur? Parce que tu viens de le dire, on le vit qu'à certains moments. Mais c'est quoi la définition du bonheur, sachant qu'elle est différente à chacun? Mais pour toi, Pierre, ça serait quoi? Alors ça, pour moi, c'est un peu une question de philo, hein, donc je suis. Ah, c'est Mais, clair. mais moi, je dirais, en fait, récemment, j'ai entendu en fait un podcast de Charles Pépin sur France Inter qui interviewait André Comte-Sponville. Et André Comte-Sponville, il parlait de ça. Et en fait, il disait, ben, le bonheur, c'est simplement le contraire du malheur. Alors, il disait, bon, bah, quand je vous ai dit ça, vous n'êtes pas beaucoup avancé. Ouais, mais sauf que le malheur, en fait, on sait ce que c'est. C'est-à-dire, on l'expérimente dans la vraie vie, le malheur. C'est-à-dire, on expérimente des situations qui sont pas faciles, qui sont pas agréables. Et ben, le bonheur, c'est simplement quand on n'est pas malheureux. Et donc, le bonheur, c'est les tout petits moments de la vie, de tous les jours, où en fait, on est en joie, où on est content et où finalement, on ressent une forme de plénitude. Et ça, il y a des jours, c'est pas le cas. Et donc, c'est ce que. Et moi, c'est en ce sens que je trouve que, effectivement, ça me parle. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas du tout quelque chose qui reste en permanence. C'est-à-dire que on connaît des petits moments de bonheur. Et j'aime bien, en fait, moi, la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, hein, qui dit, en fait, si on veut comprendre le mot bonheur, et ben en fait, il faut l'entendre comme une récompense et pas comme un but. Oh, ça, une Et donc, récompense d'un c'est effort. le fait de vivre ces petits moments. Donc, quand on dit vivre ces petits moments, par exemple, ça veut dire être acteur aussi de ces petits moments, hein, c'est-à-dire aller les chercher. Hein, parce Ouais. que même quand on est dans des périodes de vie difficiles, on peut essayer, en tout cas, d'être acteur pour vivre des petits moments où on est content. Et c'est ça le bonheur, à mon C'est sens. quand je reviens à ton passé, ta carrière, si tu as changé de voie, c'est parce que au bout d'un moment, après avoir créé l'entreprise, tu ressentais plus cette notion de bonheur? Elle était plus. Exactement. Moi, par exemple, quand j'étais dans ce milieu informatique, ça ne faisait plus du tout de sens pour moi. Alors Je que n'avais pourtant, plus tu de étais sens. à haut niveau, t'avais des, comme tu dis, tu avais des employés, des salariés, et pourtant, Mmh. tu ne sortais pas ce bonheur. Ouais. J'étais dans un climat social qui était très facile. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de conflit, etc. Moi, j'avais cette chance-là hein, d'être vraiment. Voilà, mais en fait, ça ne faisait plus de sens pour moi. Ça n'avait plus de sens. Comme quoi, on peut avoir des moments de malheur parce qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, que, par exemple, on est en recherche de, je sais pas, d'emploi, etc. Mais on peut aussi avoir ces moments je veux dire, de malheur où on est aussi au top niveau, dirigeant d'entreprise et pas se sentir épanoui. Ça, en fait, Ben, il y a aucune bien métrique, quoi. sûr. Bien sûr, ça arrive hein, d'avoir des témoignages, par exemple, de sportifs qui, pour autant, euh, sont en haut de l'affiche et n'éprouvent pas ce sentiment de bonheur à être là où ils sont. C'est vrai. Et même des stars de musique, hein, on voit Tout des à fait, rockstars ou des tout pop à fait, stars et on apprend tout d'un coup. tout à fait, Elles sont, bon, des fois c'est malheureux, mais elles se suicident et on se dit, mais comment ça se fait? Cette personne-là, elle était. tout à fait. Par exemple, je prends un DJ, là, Avicii, qui était un DJ de électro, qui avait 24, 25 ans, qui est au top de sa carrière, il fait des festivals partout et au final, on apprend que il souffrait de dépression, enfin Tout à fait, voilà, il n'était pas si heureux que ça. Donc, des bien fois, sûr. faut pas s'arrêter qu'à l'image, hein. C'est Non, beaucoup non, plus. clairement pas, clairement pas. D'ailleurs, la frontière entre, tu disais tout à l'heure, entre coach
et psychothérapeute, il y a une frontière en fait. Toi, tu n'es pas. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est quoi en fait cette légère frontière? Parce que des fois, les gens peuvent se poser la question de se dire, ouais, c'est la même chose. Mais en fait, Ah non. non, pas du tout. Ah non, non, Ouais. pas du tout. Moi, en plus, enfin, moi, j'ai été très bien formé. Enfin, les gens qui m'ont formé à mon métier de coach et de prépa mentale euh, ont vraiment fait très attention pour bien nous montrer, nous expliquer les choses. Il y a une vraie différence entre la psychothérapie avec un psychologue qui va aller travailler sur des éléments du passé et aller creuser ces éléments du passé, donc avec ce qu'on appelle un travail régressif, hein, chose que moi, par exemple, je fais absolument pas, puisque je suis pas du tout psychothérapeute. Donc, pour moi, si l'athlète évoque le passé, il l'évoque, mais je ne vais pas le travailler, par exemple. Voilà, il l'évoque parce que ça permet d'avoir une image. Mais si ce passé, par exemple, il est douloureux pour lui, moi, je l'oriente en fait vers un psychothérapeute pour qu'il travaille en fait sur ce passé douloureux. Et c'est pas du tout avec moi, parce que ça, je sais pas le faire. Toi, ça serait plus le présent et le rêve. Voilà, moi, Parce que c'est le présent. Moi, je dirais c'est le présent et le futur. Je travaille sur le présent et le futur. Et évidemment, je tiens compte du passé, mais une fois de plus, je ne traite pas ce passé, quoi. super. Un dernière question bonus, tu me l'avais dit en aparté, mais je pense que ça peut servir aux personnes qui nous écoutent. Un livre à conseiller. Ah bah moi, j'en ai parlé là. Moi, je conseille, alors je sais même plus que le conseiller puisque je le donne aux Ouais, tu gens me l'as que dit. Ouais. j'accompagne. Et Mais je l'ai acheté. je leur donne le livre de Charles Pépin qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Il existe en livre de poche, hein, voilà. C'est un livre jaune, une pochette jaune. C'est fantastique. C'est-à-dire, c'est de comprendre en fait que sans échec, il n'y a pas d'apprentissage Ok. et que c'est engrammé en nous de manière hyper profonde. Pourquoi c'est engrammé en nous? Un enfant, quand il apprend à marcher, Il qu'est-ce qu'il tombe. fait? Il tombe. Il monte, il se dresse sur ses pieds, il tombe, il recommence, il retombe et il recommence, jusqu'à arriver à trouver le point d'équilibre. Donc c'est profondément engrammé en nous, ça. Et par exemple, Charles Pépin l'explique sur cet exemple-là. Il dit, prenez par exemple un cheval. Mais ce n'est pas du tout le cas. Un cheval, en fait, quand il sort du ventre de sa mère, il tombe, il va sur ses pattes et clac, quasiment tout de suite, il se met debout. Tout de suite. Donc un mammifère se met à quatre pattes, se met tout de suite debout. Nous, humains, on ne fait pas ça. Donc cette idée-là, par exemple, que l'échec, que l'apprentissage est basé sur l'échec, que à travers l'échec, on apprend des choses sur soi, sur des choses à faire différemment, que l'échec en fait a permis des inventions fantastiques. Et ben dans ce bouquin en fait de Charles Pépin, il montre tout ça avec des exemples extrêmement concrets. C'est très facile à lire. Et en plus, Charles Pépin, c'est un philosophe, hein, donc il le relie aussi à d'autres concepts philosophiques. Moi, je sais que tous les gens que j'accompagne, à qui je redonne ce livre, quand ils l'ont lu et quand on se revoit, ils me disent Pierre, mais là, il y a quelque chose, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet entretien qui a été très généreux de ta part. Merci, tu nous as donné vraiment beaucoup de clés. Et Merci beaucoup à toi. tu nous as surtout expliqué ta philosophie que je trouve très belle, où c'est l'importance de se connaître. C'est la base, c'est la formation, le pourquoi. Chose que moi, je suis en train de le verbaliser, je suis en train de le travailler. Comme tu as dit, c'est pas évident. Donc, faut l'écrire souvent, faut le travailler. Il faut être accompagné aussi. C'est ton rôle. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc vous pouvez suivre. Alors, tu as différents Instagram. Il y a Pierre Cochat-sophrologue. Il y a un autre aussi Instagram qui s'appelle performance-et-coaching sur Instagram. Ton site internet, performanceetcoaching.fr.
Et si on veut te contacter directement par mail, c'est pierre@performanceetcoaching.com. Est-ce que peut-être tu as une autre adresse que tu voudrais que je mette Non, ça c'est très bien. Avec tout ça, vous pouvez me trouver facilement. On arrivera à te joindre. Ah, il n'y a aucun problème, aucun souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Thomas. C'était vraiment hyper agréable d'échanger avec toi, partager ce moment avec les questions. J'ai passé vraiment un super moment. Franchement, j'aurais voulu continuer encore plus pendant 2 heures, mais déjà on a fait 1h10, c'est déjà pas mal. Mais qui sait, peut-être on se fera encore d'autres, mais en tout cas, c'était top. Peut-être sur d'autres sujets plus spécifiquement, mais avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. On vous dit à très bientôt et à la prochaine. Merci Pierre. Merci. Au revoir.